Bienvenue dans l'Ondée, le podcast de lecture. Dans cet épisode, je te lis toujours l'histoire de ma vie de George Sand. Tu es toujours dans la 3e partie, l'épisode 4, et oui, ça va durer un petit moment la 3e partie, alors bonne écoute. Lettre de mon père à sa mère. Madrid, 12 juin 1808. Après de longues souffrances, Sophie est accouchée ce matin d'un gros garçon qui siffle comme un perroquet. La mère et l'enfant se portent à merveille. Avant la fin du mois, le prince part pour la France. Le médecin de l'empereur, qui a soigné Sophie, dit qu'elle sera en état de voyager dans 12 jours avec son enfant. Aurore se porte très bien. J'emballerai le tout dans une calèche que je viens d'acquérir à cet effet, et nous prendrons la route de Nohant, où je compte bien arriver vers le 20 juillet par la fraîcheur et rester le plus longtemps possible. Cette idée, ma bonne mère, me comble de joie. Je me nourris de l'espoir assuré de notre réunion, du charme de notre intérieur, sans affaires, sans inquiétude, sans distraction pénible. Il y a si longtemps que je désire ce bonheur complet. Je réserve le baptême de mon nouveau-né pour les fêtes de Nohant. Belle occasion pour sonner les cloches et faire danser le village. Le maire inscrira mon fils au nombre des Français, car je ne veux point qu'il ait jamais rien à démêler avec les notaires et les prêtres castillans. Je ne conçois pas que mes 2 dernières lettres aient été interceptées. Elles étaient d'une bêtise à leur faire trouver grâce devant la police la plus rigide. Je te faisais la description d'un sabre africain dont j'ai fait l'acquisition. Il y avait 2 pages d'explications et de citations. Tu verras cette merveille, ainsi que l'indomptable Léopardo d'Andalousie, que je prierai des Chartres d'équiter un peu, après avoir, toutefois, frappé d'avance une réquisition sur tous les matelas de sa commune pour garnir le manège qu'il aura choisi. Adieu, ma bonne mère. Je te manderai le jour de mon départ et celui de mon arrivée. J'espère que ce sera plus tôt encore que je ne te le dis. Sophie partage vivement mon impatience de t'embrasser. Aurore veut partir à l'instant même, et s'il était possible, nous serions déjà en route. Cette lettre, si gaie, si pleine de contentement et d'espérance, est la dernière que ma grand-mère ait reçue de son fils. On verra bientôt à quelle épouvantable catastrophe allaient aboutir tous ces projets de bonheur, et combien peu de jours étaient comptés à mon pauvre père pour savourer cette réunion tant rêvée et si chèrement achetée des objets de son affection. On comprendra, par la nature de cette catastrophe, ce qu'il y a de fatal et d'effrayant dans les plaisanteries de cette lettre à propos de l'indomptable Léopardo d'Andalousie. C'était Ferdinand VII, le prince des Asturies, alors plein de prévenance pour Murat et ses officiers, qui avait fait don de ce terrible cheval à mon père, à la suite d'une mission que celui-ci avait remplie, je crois, près de lui à Aranjuez. Ce fut un présent funeste, et dont ma mère, par une sorte de fatalisme ou de pressentiment, se méfiait et s'effrayait sans pouvoir décider mon père à s'en défaire au plus vite, bien qu'il avoue que c'était le seul cheval qu'il ne put monter sans une sorte d'émotion. C'était pour lui une raison de plus pour vouloir s'en rendre maître, et il trouvait du plaisir à le vaincre. Pourtant, il lui arriva un jour de dire « Je ne le crains pas, mais je le monte mal, parce que je m'en méfie, et il le sent. » Ma mère prétendait que Ferdinand le lui avait donné avec l'espérance qu'il le tuerait. Elle prétendait aussi que, par haine contre les Français, le chirurgien de Madrid qui l'avait accouché avait crevé les yeux de son enfant. Elle s'imaginait avoir vu, dans l'accablement qui suivit le paroxysme de sa souffrance, ce chirurgien appuyer ses pouces sur les 2 yeux du nouveau-né, et qu'il avait dit entre ses dents « Celui-là ne verra pas le soleil de l'Espagne. » Il est possible que ce fût une hallucination de ma pauvre mère, et pourtant, au point où en étaient les choses à cette époque, il est également possible que le fait se soit accompli, comme elle avait cru le voir, dans un moment rapide où le chirurgien se serait trouvé seul dans l'appartement avec elle, et comptant sans doute qu'elle était hors d'état de le voir et de l'entendre. Mais on pense bien que je ne prends pas sur moi la responsabilité de cette terrible accusation. On a vu, dans la lettre de mon père, qu'il ne s'aperçut pas d'abord de la cécité de cet enfant, et
J'ai souvenance d'avoir entendu Deschartres la constater à Nohant, hors de sa présence et de celle de ma mère. On redoutait encore alors de leur enlever un faible et dernier espoir de guérison. Ce fut dans la première quinzaine de juillet que nous partîmes. Murat allait prendre possession du trône de Naples. Mon père avait un congé. J'ignore s'il accompagna Murat jusqu'à la frontière et si nous voyageâmes avec lui. Je me souviens que nous étions en calèche et je crois que nous suivions les équipages de Murat, mais je n'ai aucun souvenir de mon père jusqu'à Bayonne. Ce que je me rappelle le mieux, c'est l'état de souffrance, de soif, de dévorante chaleur et de fièvre où je fus tout le temps de ce voyage. Nous avancions très lentement à travers les colonnes de l'armée. Il me revient maintenant que mon père devait être avec nous parce que, comme nous suivions un chemin assez étroit dans des montagnes, nous vîmes un énorme serpent qui le traversait presque en entier d'une ligne noire. Mon père fit arrêter, courut en avant et le coupa en deux avec son sabre. Ma mère avait voulu en vain le retenir, elle avait peur selon son habitude. Pourtant, une autre circonstance me fait penser qu'il n'était avec nous que par intervalles et qu'il rejoignait Murat de temps en temps. Cette circonstance est assez frappante pour s'être gravée dans ma mémoire. Mais comme la fièvre me tenait dans un assoupissement presque continuel, ce souvenir est isolé de tout ce qui pourrait me faire préciser l'événement dont je fus témoin. Étant un soir, à une fenêtre avec ma mère, nous vîmes le ciel, encore éclairé par le soleil couchant, traversé de feux croisés, et ma mère me dit « Tiens, regarde, c'est une bataille et ton père y est peut-être. » Avec la fièvre, j'éprouvai bientôt une autre souffrance qui ne se concilie pas souvent avec le désordre de la vie, et dont pourtant tous les soldats malades avec lesquels nous voyagions éprouvaient aussi les angoisses. C'était la faim, une faim excessive, maladive, presque animale. Ces pauvres gens, pleins de soins et de sollicitude pour nous, m'avaient communiqué un mal qui explique ce phénomène, et qu'une petite maîtresse n'avouerait pas avoir subi même dans son enfance. Mais la vie a ses vicissitudes, et quand ma mère se désolait de voir mon petit frère et moi dans cet état, les soldats et les cantinières lui disaient en riant « Bah, ma petite dame, ce n'est rien. C'est un brevet de santé pour toute la famille de vos enfants, c'est le véritable baptême des enfants de la giberne. » La gale, puisqu'il faut l'appeler par son nom, avait commencé par moi. Elle se communiqua à mon frère, puis à ma mère plus tard, et à d'autres personnes auxquelles nous apportâmes ce triste fruit de la guerre et de la misère, heureusement affaibli en nous par des soins extrêmes et un sang pur. En quelques jours, notre sort avait bien changé. Ce n'était plus le palais de Madrid, les lits dorés, les tapis d'Orient et les courtines de soie. C'étaient des charrettes immondes, des villages incendiés, des villes bombardées, des routes couvertes de morts, des fossés où nous cherchions une goutte d'eau pour étancher une soif brûlante, et où l'on voyait tout à coup surnager des caillots de sang. C'était surtout l'horrible faim et une disette de plus en plus menaçante. Ma mère supportait tout cela avec un grand courage, mais elle ne pouvait vaincre le dégoût que lui inspiraient les oignons crus, les citrons verts et la graine de tournesol, dont je me contentais sans répugnance. Quelle nourriture d'ailleurs pour une femme qui allaitait son nouveau-né. Nous arrivâmes à Nohant dans les derniers jours d'août. J'étais retombé dans ma fièvre, je n'avais plus faim. La gale faisait des progrès. Une petite bonne espagnole que nous avions prise en route et qui s'appelait Cecilia commençait aussi à ressentir les effets de la contagion et ne me touchait qu'avec répugnance. Ma mère était à peu près guérie déjà, mais mon pauvre petit frère, dont les boutons ne disparaissaient plus, était encore plus malade et plus accablé que moi. Nous étions deux masses inertes, brûlantes, et je n'avais pas plus conscience que lui de ce qui s'était passé autour de moi depuis le naufrage de la Gironde. Je repris mes sens en entrant dans la cour de Nohant. Ce n'était pas aussi beau, à coup sûr, que le palais de Madrid, mais cela me fit le même effet, tant une grande maison est imposante pour les enfants élevés dans de petites chambres. Ce n'était pas la première fois que je voyais ma grand-mère, mais je ne me souviens pas d'elle avant ce jour-là. Elle me parut très grande,
Quoiqu'elle n'eût que 5 pieds, et sa figure blanche et rosée, son air imposant, son invariable costume composé d'une robe de soie brune à taille longue et à manches plates, qu'elle n'avait pas voulu modifier selon les exigences de la mode de l'Empire. Sa perruque blonde et crêpée, en touffe sur le front, son petit bonnet rond avec une cocarde de dentelle au milieu, firent d'elle, pour moi, un être à part, et qui ne ressemblait en rien à ce que j'avais vu. C'était la première fois que nous étions reçus à Nohant, ma mère et moi. Après que ma grand-mère eut embrassé mon père, elle voulut embrasser ma mère aussi, mais celle-ci l'en empêcha en lui disant « Ah, ma chère maman, ne touchez ni à moi ni à ces pauvres enfants. Vous ne savez pas quelle misère nous avons subie, nous sommes tous malades. » Mon père, qui était toujours optimiste, se mit à rire et me mettant dans les bras de ma grand-mère. « Figure-toi, lui dit-il, que ces enfants ont une petite éruption de boutons et que Sophie, qui a l'imagination très frappée, s'imagine qu'ils ont la gale. »« Gale ou non, dit ma grand-mère en me serrant contre son cœur, je me charge de celui-là. Je vois bien que ces enfants sont malades, ils ont la fièvre très fort tous les deux. Ma fille, allez vite vous reposer avec votre fils, car vous avez fait là une campagne au-dessus des forces humaines. Moi, je soignerai la petite. C'est trop de 2 enfants sur les bras, dans l'état où vous êtes. » Elle m'emporta dans sa chambre et, sans aucun dégoût de l'état horrible où j'étais, cette excellente femme, si délicate et si recherchée cependant, me déposa sur son lit. Ce lit et cette chambre, encore frais à cette époque, me firent l'effet d'un paradis. Les murs étaient tendus de toiles de Perse à grand ramage. Tous les meubles étaient du temps de Louis XV. Le lit, en forme de corbillard avec de grands panaches aux 4 coins, avait de doubles rideaux et une quantité de lambrequins découpés, d'oreillers et de garnitures dont le luxe et la finesse m'étonnèrent. Je n'osais m'installer dans un si bel endroit car je me rendais compte du dégoût que je devais inspirer et j'en avais déjà ressenti l'humiliation. Mais on me la fit vite oublier par les soins et les caresses dont je fus l'objet. La première figure que je vis, après celle de ma grand-mère, fut un gros garçon de 9 ans qui entra avec un énorme bouquet de fleurs et qui vint me le jeter à la figure d'un air amical et enjoué. Ma grand-mère me dit « C'est Hippolyte, embrassez-vous, mes enfants !» Nous nous embrassâmes sans en demander davantage, et je passai bien des années avec lui sans savoir qu'il était mon frère. C'était l'enfant de la petite maison. Mon père le prit par le bras et le conduisit à ma mère qui l'embrassa, le trouva superbe et lui dit « Eh bien, il est à moi aussi, comme Caroline est à toi. » Et nous fûmes élevés ensemble, tantôt sous ses yeux, tantôt sous ceux de ma grand-mère. Deschartres m'apparut aussi ce jour-là pour la première fois. Il avait des culottes courtes, des bas blancs, des guêtres de Nankin, un habit noisette très long et très carré, et une casquette à soufflet. Il vint gravement m'examiner, et comme il était très bon médecin, il fallut bien le croire quand il déclara que j'avais la gale. Mais la maladie avait perdu son intensité, et ma fièvre ne venait que d'un excès de fatigue. Il recommanda à mes parents de nier cette gale que nous apportions, afin de ne pas jeter l'effroi et la consternation dans la maison. Il déclara devant les domestiques que c'était une petite éruption fort innocente, et elle ne se communiqua qu'à 2 autres enfants qui, surveillés et soignés à temps, furent promptement guéris, sans savoir de quel mal. Ce grand jardin et ce bon air de Nohant m'eurent bientôt rendu la santé. Ma mère me bourrait toujours de soufre, et je me soumettais à ce traitement parce qu'elle avait sur moi un ascendant de persuasion complet. Pourtant, ce soufre m'était odieux, et je lui disais de me fermer les yeux et de me pincer le nez pour me le faire avaler. Pour me débarrasser ensuite de ce goût, je cherchais les aliments les plus acides, et ma mère, qui avait toute une médecine d'instinct ou de préjugés dans la tête, croyait que les enfants ont la divination de ce qui leur convient. Voyant que je rongeais toujours des fruits verts, elle mit des citrons à ma disposition, et j'en étais si avide que je les mangeais avec la peau et les pépins, comme on mange des fraises. Ma grande faim était passée, et pendant 5 ou 6 jours,
Je me nourris exclusivement de citron. Ma grand-mère s'effrayait de cet étrange régime, mais cette fois, Deschartres, m'observant avec attention et voyant que j'allais de mieux en mieux, pensa que la nature m'avait fait deviner effectivement ce qui devait me sauver. Il est certain que je fus promptement guéri et que je n'ai jamais fait d'autres maladies. Je ne sais si la gale est en effet, comme le disaient nos soldats, un brevet de santé, mais il est certain que toute ma vie, j'ai pu soigner des maladies réputées contagieuses et de pauvres galeux dont personne n'osait approcher sans que j'aie attrapé un bouton. Il me semble que je soignerai impunément des pestiférés et je pense qu'à quelque chose malheur est bon, moralement du moins, car je n'ai jamais vu de misère physique dont je n'ai pu vaincre en moi le dégoût. Ce dégoût est violent cependant, et j'ai été bien souvent près de m'évanouir en voyant des plaies et des opérations repoussantes, mais j'ai toujours pensé alors à ma gale et au premier baiser de ma grand-mère. Et il est certain que la volonté et la foi peuvent dominer les sens, quelque affectés qu'ils soient. Mais, tandis que je reprenais à vue d'œil, mon pauvre petit frère Louis dépérissait rapidement. La gale avait disparu, mais la fièvre le rongeait. Il était livide, et ses pauvres yeux éteints avaient une expression de tristesse indicible. Je commençais à l'aimer en le voyant souffrir. Jusque-là, je n'avais pas fait grande attention à lui, mais quand il était étendu sur les genoux de ma mère, si languissant et si faible qu'elle osait à peine le toucher, je devenais triste avec elle, et je comprenais vaguement l'inquiétude, la chose que les enfants sont le moins portés à ressentir. Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les autres épisodes qui viendront par la suite. Et puis, pourquoi pas, dans les commentaires, on peut papoter un peu, partager nos impressions, nos idées, tant que ça reste dans la bienveillance bien sûr. Sinon, je te souhaite de bonnes écoutes sur l'ondée, je te dis à très vite, ciao!